Vous écoutez Inky et Pete se livrent, et plus précisément, vous écoutez Les Auteurisses se livrent, une capsule mensuelle qui donne la parole à un auteur ou à une autrice. Je suis Mafalda Vidal, autrice et lectrice d'imaginaire, l'humaine de Inky et Pete, et ce mois-ci, c'est Chloé Chevalier, autrice des Récits du Demi-Loup, de Loin des îles Mauves et des Essaims, entre autres, qui se livre. Déjà, un grand merci de te prêter au jeu de cette interview. On va commencer par des présentations. On te présente souvent avec la double casquette cinéma-livre. D'où est-ce que ça vient et où est-ce que tu en es en ce moment? Ça vient du fait que j'ai commencé l'écriture littéraire en parallèle de mes études de cinéma, que les 2 ont toujours été très intriqués. En fait, mon premier roman, enfin ma première série de romans, Les Récits du Demi-Loup est entre guillemets «la novélisation», d'un film amateur que j'avais tourné au lycée avec mes copines qui s'appelait Les Femmes du Demi-Loup et j'avais voulu poursuivre, étoffer, donner une forme autre à cette histoire. Au début, c'était quasiment de l'auto-fanfiction pour mes copines et ensuite c'est devenu sérieux et j'ai continué d'écrire, écrire, 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 puis je l'ai fait publier. Et en parallèle de ça, j'ai fait des études de cinéma. Moi, j'ai un master de cinéma sur la fantasy, au cinéma et à la télé. Concrètement, un master sur, comme je l'ai soutenu en 2013, sur, Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux, principalement. Donc voilà, j'avais ma pratique cinéma d'un côté, j'ai fondé, une boîte de prod avec, Clément Schneider, un cinéaste dont je reparlerai probablement plus tard. Et voilà, en parallèle, j'écrivais des scénarios, j'écrivais des romans, les 2 pratiques, d'écriture se répondaient. Et effectivement, où j'en suis, il y a eu des moments où, j'étais clairement plus scénariste qu'écrivaine. Je pense, ouais, entre mes 25-30 ans, c'était ma priorité, c'était plutôt le scénario et j'écrivais le Demi-Loup, quand j'avais le temps et parce que j'étais pas pressée à l'époque, c'était pas des éditeurs qui avaient des deadlines et tout. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'ai quasiment mis de côté presque totalement le cinéma et je fais que de la littérature. Donc voilà, là je suis plus, dans ma casquette, écrivain, mais ça peut rechanger plus tard. C'est passionnant, je reviens pas que tu aies un master Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, pour moi c'est c'est le Graal. Si, 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 tout à fait. J'aimais pas du tout enfin, c'est pas que j'aimais pas du tout, je suis vraiment pas faite pour la recherche universitaire et cette démarche de tu vas lire des trucs, citer tes sources, tout ça. Enfin, j'ai vraiment eu une mauvaise note, en fait, parce que je suis arrivée à la soutenance et les examinateurs, ils m'ont dit: «Mais, vous avez pas de bibliographie?» Je fais: «Bah, non, mais vous savez que le principe quand même, c'est que vous lisez les trucs des autres et après vous proposez votre recherche». Et là, j'étais là: «Ah ouais?» Et moi, j'avais pondu mon master entier juste en regardant beaucoup les épisodes de Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux et ensuite proposant mes analyses comme ça, out of nowhere, mes trucs perso pendant 350 pages. Donc ça m'a paru très, très dur, mais normal, peut-être si j'avais, pensé compris, qu'il fallait lire d'autres gens pour, étoffer sa recherche, ça se serait probablement mieux passé. Mais d'un autre côté, peut-être que, tu aurais eu les mêmes idées que les personnes qui avaient déjà fait la recherche. Possible, je pense, quand même, faut être humble et ça aurait nourri, ma recherche, enfin mon master, si j'avais pu, réfléchir avec d'autres personnes, indirectement. Est-ce que tu écrivais avant ton master ou pas? Ah oui, oui, bah, bien sûr, parce que Les Récits du Demi-Loup, j'ai commencé à l'écrire, en terminale. Donc le master, ça faisait quelques années déjà. OK, Mmh mh. donc finalement les 350 pages de master, c'était tu avais déjà fait ça, Ça allait, voilà. bah, oui, oui, non, mais c'est sûr, ça faisait longtemps que j'écrivais. Ouais, c'est toujours un petit peu cliché, il y a pas mal d'auteurs qui commencent tôt, écrivent leurs premières histoires, super tôt et cetera. Donc oui, l'écriture en elle-même, ça me faisait pas peur. On va commencer cette interview qui va se dérouler un petit peu comme, la lecture d'un roman et donc on va commencer par l'incipit et donc on va parler de tes débuts de romans et aussi des romans des autres et de ta relation avec ces débuts. Quel est le premier incipit qui t'a marqué? Ça peut être le tien, mais ça peut aussi être un incipit d'un autre livre. Eh bien, je m'en souviens, en fait, assez précisément parce que c'était, en CE1 ou CE2, un soir à la garderie de l'école. À l'époque, j'étais, passionnée par les chevaux, genre vraiment très, très passionnée et du coup, à la garderie, j'ai trouvé en fouillant dans les bacs, voilà, Flamme et l'étalon Trop noir bien. de Walter Farley et donc j'étais jeune, hein, CE1, CE2, ça a été mon premier er livre à chapitre, mon premier livre de grande dans lequel je suis tombée. Donc j'ai pris ça à la bibliothèque parce qu'il y avait des chevaux sur la couverture et des chevaux dans le résumé derrière et en me disant: «Cool, ça va être des histoires de chevaux».
Alors que c'était un gros livre sans illustration, c'était un petit peu intimidant et donc je commence à le lire et je vais lire l'incipit et comme ça tu vas comprendre. Je commence à le lire. À la façon d'une chauve-souris, l'avion transatlantique cherchait sa route à travers la nuit. Pas la moindre beauté dans ce vol nocturne. Rien d'autre qu'une sombre tourmente qui, là-haut, effaçait les étoiles et qui, lorsqu'on abaissait son regard, empêchait de voir la mer. Les clignotants de l'appareil, blanc, rouge et vert, tentaient en vain de percer les ténèbres. Les ronflements des 4 moteurs semblaient défier les éléments tandis que la pluie mitraillait la carlingue. Le vent, jetant d'énormes paquets d'eau contre le pare-brise, se mit à souffler plus fort. Les ronflements des moteurs s'accentuèrent. La nuit devint encore plus sombre. Soudain, l'appareil oscilla, et ses ailes donnèrent l'impression d'avoir de la peine à pénétrer dans l'atmosphère épaissie. Puis il se redressa, fila en ligne droite. Pas pour longtemps. Brusquement, il tressaillit de nouveau. Les hélices s'affolèrent. Elles paraissaient haleter, lutter pour traîner l'avion et lui faire reprendre de l'altitude. Ça continue comme ça, avec un avion qui galère dans une tempête, pendant 3 chapitres. Et pendant les 3 premiers chapitres, donc à peu près 45 pages, on ne voit pas Black l'étalon noir, donc j'étais vraiment très frustrée, genre les 2 mecs dans leur avion qui galèrent, j'en avais rien à faire. Mais j'ai suivi, je me suis dit: «Bah attends, et on m'a mis des chevaux sur la couverture, ils vont arriver là». Et donc du coup, une fois que j'avais lu les 3 premiers chapitres de l'avion qui enfin, au bout de 3 chapitres de galère, se crache dans l'océan, que le cheval en sort, c'est là: «Ah ça y est, ça commence enfin». Du coup, une fois que j'avais lu ces 45 premières pages sur les 200, c'était: «Allez, bah, maintenant je peux aller jusqu'au bout». Je m'étais auto-prouvée, en tenant bon pendant, la scène interminable de l'avion que je pouvais aller jusqu'au bout. Voilà, donc après j'ai lu Flamme et les Talons Noirs et toute la série de Les Talons Noirs et ensuite, tous les Grands Galops à l'époque, cette, série, de si enfin, si tu vois ce que c'est? C'était dans la même collection Chair de Je vois Poule, très bien ce que c'est. mais voilà, avec des histoires de filles et de chevaux. Voilà, donc ça, c'est clairement le premier incipit dont je me souviens très bien, cette espèce de déception de: «Ah, c'est quoi cette histoire d'avion?» et en même temps qui m'a vraiment fait entrer dans la lecture comme ça, d'un seul coup. Et c'est vraiment une chouette histoire aussi, de se dire que, bah, ton premier incipit, qui t'a marqué finalement, c'était, Et heu, un peu «mais». un truc qui m'a saoulée, en fait, c'est-à-dire: «Mais pourquoi?» Oh bah, trop bien. Et quel est ton premier incipit à toi? Alors la première histoire que j'ai écrite, ou sur laquelle, que j'ai terminée, donc une petite histoire en plusieurs chapitres, là vraiment début, fin et des rebondissements. J'étais en CM, donc 97, 98-99 quoi, dans ces eaux-là. À l'époque, mes parents me cousaient des petits livres en pliant des feuilles et en cousant la tranche, voilà, et ça s'appelait Seul en forêt. C'était l'histoire, attention les obsessions, c'était un groupe d'enfants, enfin toute une fratrie nombreuse d'éleveurs de chevaux C'est trop bien! qui étaient maltraités par leurs parents et qui décidaient de s'enfuir de la maison en volant tous les tous les chevaux des parents, qui ensuite vivaient dans la forêt un moment avec leurs chevaux, puis quand même ça devenait compliqué, du coup ils repartaient et à la fin ça se terminait, ils s'installaient en Camargue et montaient un élevage de chevaux entre eux. Voilà, donc on sent des petites, thématiques. Par contre, je pense qu'il doit exister encore chez ma mère, je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai pas et je me souviens plus sur quoi on commence, voilà. Donc mais mon vrai premier incipit dont je me souviens très bien, pour le coup, c'est 2006 et c'est l'introduction des récits du Demi-Loup. Mais du coup, j'ai décidé que j'allais ressortir mon fichier de 2006, qui est intitulé V1, sachant que ça doit être à peu près la V14 qui a été publiée. OK. Donc je vais te voilà, lire les premiers paragraphes. Parmi les nombreuses coutumes et traditions s'attachant à la lignère d'Aldemar le Juste et de ses descendants, il en est une que nous tenons particulièrement à souligner. Quand naît un futur souverain du demi-loup, le père de l'enfant doit aussitôt partir à la recherche d'un suivant pour celui-ci. Nous ne savons pas quel a été le premier roi à désirer un suivant pour son fils, mais toujours est-il que c'est dans l'ombre de cette coutume que nous sommes nés, avons grandi et passé la plus grande partie de notre vie. Mais déjà nous rions de notre propre manque de clarté. Nous avons décidé d'écrire notre histoire, certes, mais toutes deux ayant été les dernières suivantes de notre temps, qui pourra encore comprendre parmi les générations à venir, susceptibles de lire notre ouvrage, ce qu'est vraiment pour un roi ou une reine, une suivante, et l'importance du rôle que nous et nos semblables avons tenu dans l'histoire du royaume. Le fait est que la coutume des suivants ne renaîtra, heureusement ou malheureusement probablement jamais, et que ce ne sont pas les quelques notes que nous jetons ici qui nous sauveront de l'oubli général et nous empêcheront d'être effacés de la courte et vaseuse mémoire collective du demi-loup. En fait, ça ressemble pas mal. Je pense que ça a pas beaucoup bougé. J'ai dû alléger un certain nombre de formules. Voilà. Donc mon premier vrai incipit. Bon, bah, super. J'ai une question sur le début de l'écriture d'un Mmh mh. livre pour toi. Comment ça commence? Est-ce que tu as une envie? Est-ce que
Tu as des idées, des choses dont tu veux parler, d'un thème, une ambiance, un personnage, ou bien est-ce que ça dépend complètement du projet? Ça varie d'un projet à l'autre, j'ai tendance à penser que chaque livre est la création de son propre processus d'écriture aussi, en fait, avec, ses façons de faire, ses façons de s'écrire. Donc, le Demi-Loup, ben, je l'ai un peu raconté, c'était ce film que j'avais tourné avec des copines, dans un château en hiver, j'avais pondu un scénario qui ensuite, j'ai repris, qui m'a servi de trame. Donc voilà, le point de départ, il était là et c'était ouais, parce que je rembobine un peu, j'ai fait beaucoup de films avec mes copines au lycée, j'écrivais toujours les scénarios. Les, 1ers, 4-5 premiers, c'était, des adaptations de tragédies grecques de Sophocle et Euripide, que je transposais dans une espèce d'ambiance western, because, et sachant qu'on les tournait dans les vignes du Mâconnais. Voilà, donc ça, on en a fait beaucoup et Le Demi-Loup, c'était mon 1er scénario original, voilà, pas adapté des tragédies grecques. Donc voilà, le point de départ, c'était ça. C'était bon, bah, on aime bien, c'était l'époque du Seigneur des Anneaux, on lisait l'Assassin Royal, enfin, on était un peu branchés fantaisie médiévale, donc j'ai, écrit cette histoire de fantaisie médiévale. Et il fallait que des rôles féminins parce qu'on était que des copines, parce que pour aller trouver des garçons au lycée qui étaient OK pour, venir jouer avec nous, on a réussi, mais je pense qu'on les a un peu forcés, en fait, quasiment. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de personnages féminins, parce que juste, c'était écrit à l'origine pour ma bande de copines. Donc ça, c'est pour le Demi-Loup. Les Îles Mauves, je vivais en Suède à l'époque. J'y ai passé 4 ans, j'aimais beaucoup, les lumières, les paysages, l'ambiance là-bas, donc j'avais envie de réutiliser ça. Voilà, c'est plutôt l'atmosphère qui était là à l'origine. Les essaims, je spoil pas parce que ça va être dans le bonus secret, qui sera en dehors du podcast. Et le bouquin que j'écris actuellement, que dont je peux commencer à parler, même si je pense j'y reviendrai, qui voilà, on est encore, autre salle, autre ambiance. Ça se passe dans une station spatiale d'orbite basse, type ISS, donc c'est une histoire d'astronautes, avec, pas mal d'éléments fantastiques qui viennent, voilà, s'entremêler à ça. Le point de départ, c'est quand j'ai appris, il y a déjà quelques années, que l'ISS, moi j'y connaissais rien il y a 10 ans en astronautique, maintenant j'ai progressé pour l'écriture du bouquin. Je pensais que quand on mettait un truc dans l'espace, c'était là pour toujours intact. Alors qu'en fait non, surtout en orbite basse, les choses vieillissent, s'abîment et bref. Du coup, quand j'ai appris que l'ISS finirait par être, désorbité, donc bah, lancé, tel quel dans l'atmosphère, brûlé et voilà, on descend, tout le gros bloc. Ça me paraissait, très absurde, un peu bizarre, contre-intuitif et cetera et c'est mon point de départ. Il est pas mal question dans le bouquin d'une station spatiale fictive en fin de vie. Voilà. Donc c'est un événement très précis, lié dans les news scientifiques, quoi. Voilà, donc vraiment ça dépend beaucoup d'un projet à l'autre. OK. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que, ta formation, cinématographique et tes compétences, en scénaristique, ça joue? Oui, parce que, bah, à différents niveaux en scénario, on est amené à faire beaucoup de versions de son propre texte. Du coup, ça rend un peu humble, je pense, face au fait de retravailler et retravailler encore, voir ça donne le goût de ça et d'aimer peaufiner et reprendre et changer un peu des trucs. Ça aide aussi à une forme d'efficacité du récit, même si je pense qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup d'auteurs qui ne jurent que par le show don't tell. Je pense qu'il faut faire gaffe parce que ce sont 2 médias différents. Le cinéma est là pour stimuler les yeux et la vue. La littérature, non, on passe par le verbal, donc chercher à tout prix à montrer sans dire, c'est presque prendre la littérature à contresens. Donc presque je dois lutter contre ça et pas avoir des réflexes de scénariste qui va vouloir juste montrer. Non, des fois on a le droit de juste dire, en fait, des choses purement verbales. C'est très, très OK. Donc voilà, après le scénario, c'est vrai que, comme le cinéma c'est cher, on laisse pas beaucoup de gras en général. Donc on va pas faire des scènes inutiles, on va essayer de superposer les couches de sens dans une scène, faire progresser, je sais pas, telle intrigue, tel, truc, du background politique, machin, tel, trait caractère du personnage et on empile. Donc ça, le réflexe de empiler plein de couches dans les scènes, je je le développe pas mal avec le scénario et ça permet de penser à faire des scènes denses. On va pas faire une scène pour développer l'histoire d'amour et une scène pour développer ce trait de caractère et ensuite une scène pour faire avancer la géopolitique et ensuite une scène pour décrire cet élément du paysage. Non, on superpose. OK. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que, quand on écrit, on n'a pas ce budget. Donc on peut vraiment tout se permettre. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut voilà, un livre n'est pas un scénario et vice versa. Est-ce qu'il y a quelque chose
dans ton écriture, donc là tu parles là tu as parlé d'espace et cetera, puis ça rejoint les essaims ou de fantaisie médiévale, sur tes autres récits. Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient dans tes livres? Donc c'est l'exploration, ça peut être, un thème, du coup un thème général et autre chose, peut-être d'un peu plus léger, un peu plus, anecdotique comme, je ne sais pas, une couleur, Mmh. un trait de caractère, d'un personnage, un animal, Mmh. quelque chose. Donc dans les récurrences, on va dire un peu profondes, je sais pas trop, je pense qu'il faut pas que je sois ma propre analyste de mes propres textes. Parce que des fois être trop conscient de ce qu'on raconte, c'est pas forcément bon, je pense. C'est très bien si les lecteurs et les lectrices, voient ce qui m'obsède, ce qui revient. Donc j'essaye pas moi d'être dans l'analyste de ça et dans le choix conscient. J'essaye aussi d'éviter les messages. J'estime profondément que les livres sont pas mon programme politique, qu'en tant qu'autrice, mes choix, mes goûts, mes intérêts importent peu. Bien sûr, ça transpire à travers les livres et les personnages, mais voilà, mes personnages ne sont pas là pour délivrer mes messages. Après non, je pensais les éléments importants que j'aime bien, je suis assez fascinée par les dynamiques de groupe, à part dans les essaims où là, c'est la solitude absolue tout le temps, le Demi-loup, les îles Mauves et le prochain, c'est toujours des groupes, sur une assez longue durée et voilà, les amitiés qui se font, se nouent, se défont, les rapports, de pouvoir qui existent toujours un petit peu, en sous-texte dans n'importe quel groupe, sans que ça soit forcément oppressif, comment, les règles tacites du groupe se font, évoluent, impliquent les choix des personnages, comment, finalement, c'est ce qui est présent dans le 2000 oui, et dans les Imauves aussi, tout groupe d'amitié, il y a des espèces de rancœurs et souvenirs qui vont être ineffaçables à l'échelle de la vie, mais qui vont pas empêcher en même temps des espèces de loyautés qui vont transcender ça simultanément. Donc ça, c'est des choses qui me passionnent, vraiment. Donc ça revient beaucoup et je pense que ça continuera de revenir beaucoup. Voilà et comment les relations de groupe intimes vont ensuite impacter, les aventures, les choix politiques, du groupe de personnages. Enfin, le Demi-loup, c'est que ça, c'est un petit groupe de nénettes qui se rencontrent à 11 ans. Au début, elles sont un peu toutes pareilles comme sont les collégiennes, elles pensent toutes la même chose, elles font toutes la même chose tout le temps. Et puis après elles grandissent, elles divergent, elles ont chacun leur choix, parfois c'est des choix très opposés les uns aux autres et en même temps, elles ont quand même grandi ensemble donc elles peuvent pas jamais se défaire du lien qui est là, en fait. Même si elles se haïssent, elles s'aiment aussi profondément, de façon simultanée. Ah, tu dis qu'il y a pas ce concept de dynamique de groupe dans les essaims, mais moi je trouve au contraire que c'est assez présent justement parce qu'elle n'existe pas et en fait, quand ton personnage principal arrive dans le système, qu'elle est en train d'explorer. Et bah, c'est très, très présent parce que justement ce groupe doit faire avec cette contrainte qu'il s'est auto-imposée et donc si vous avez écouté l'épisode de podcast, fait sur ce roman, vous savez de quoi je parle, mais je n'en dis pas plus pour ne pas pour ne pas spoiler. Mais justement, je trouve que cette dynamique de groupe que tu penses ne pas avoir mise dedans, bah, je trouve qu'elle est au contraire, Mmh. très présente. Effectivement, même si dans les essaims, je pense à une échelle un peu plus macro. Alors effectivement, on a le zoom sur une famille à un moment, mais globalement, la dynamique de groupe, elle va être à l'échelle d'une civilisation entière qui fait le choix de cette rotation d'une planète à l'autre avec tout ce que ça a coûteux, psychologiquement, humainement. Mais effectivement, c'est une dynamique, mais de très, très gros groupes, quoi. Voilà et comment les choix de vie, de bifurcation, parce qu'on nous parle de grosses bifurcations, hein, parce que ça va être: est-ce qu'on va aller sur telle ou telle autre planète en restant avec, les gens qu'on aime ou pas? C'est voilà, c'est c'est du gros sujet. Comment ça va impacter ta vie entière et te modeler ensuite, donc effectivement, c'est présent aussi, même si à une échelle macro et d'un point de vue plus théorique, quoi. Enfin, je crois que il y a un paragraphe, pardon, enfin, oui, un paragraphe dedans qui dit, voilà, on fait pas les mêmes choix de vie, on n'épouse pas les mêmes personnes, on choisit pas le même métier, on n'a pas les mêmes passions, on raconte pas les mêmes histoires à ses enfants, selon si on va faire ça ou ces rotations, de telle façon. Oui, tout à fait. Et tu demandais aussi les petits, Oui, les trucs les plus légers. limites d'écriture un peu légers. Donc là, un peu, c'est pour la blague. Moi, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Milly-la-Martine, donc qui est le village d'enfance du poète Alphonse de Lamartine, où il y a sa maison d'enfance. Il a beaucoup écrit lui-même sur le village de Milly, les collines autour, le village. Je suis pas particulièrement fan de la poésie de Lamartine, qui est quand même un peu lourde.
L'homme politique a été pas mal oublié, mais c'était quand même un gauchiste pour l'époque, en fait. Vraiment, même si, bon, il est tombé dans l'oubli politiquement, parce que sa mauvaise poésie a effacé le gars. Bref, on s'en fout de Lamartine, mais je casse tout dans tous mes textes, une citation de Lamartine. C'est un peu tout le temps les mêmes. Ça va en fait, dans Les Îles Mauves, il y a carrément une chanson entière qui est une réinterprétation d'un poème de Lamartine et que j'ai transformé en une version, chant de marin, et sinon, il y a toujours une petite phrase, ici ou là qui est tirée de Lamartine. Voilà, c'est mon petit clin d'œil, à moi-même. Ah mais c'est trop marrant, mais il va falloir que tu me dises, du coup les phrases parce que je l'ai pas vu et pourtant j'aime bien Lamartine moi. Et ah pardon, du coup, j'ai dit du mal de Lamartine, Non, non, mais désolée. c'est pas Non, mais en grave, fait, je suis c'est même pas pas grave. connaisseuse de Lamartine, à part, sortie de Militaire natal et Le Lac, en fait, je connais pas grand chose de lui. Enfin, là, je lis ses mémoires en ce moment parce que j'ambitionne de coécrire une nouvelle sur Lamartine, avec une amie qui s'appelle Anouchka Labonne. Une nouvelle fantastique sur Lamartine. Bon, je sais pas du tout, on ne sait pas si on ira au bout, mais voilà, c'est pour la petite histoire, ça continue, quoi. Trop bien. Voilà qu'avec Anouchka, donc qui est de Saône-et-Loire aussi, on se dit: «Faut qu'on écrive un truc sur Lamartine» parce qu'on écrit toutes les 2 et c'est le héros local, donc il faut qu'on fasse quelque chose de ça. Donc voilà. Mais je pense que là, tu vas avoir une vague de soutien parce qu'on a tous envie de la lire cette nouvelle, sur Lamartine. Donc oui, il y a beaucoup «Autant suspends ton vol», et des choses comme ça, et bah, Les Îles Mauves, il y a, tout un grand bout de Militaire natal, de réinterpréter. Mais pour le coup, là, je l'assume, je le mets à la fin dans les notes d'autrice. OK. Ouais, je trouve ça super comme petit clin d'œil, c'est formidable. Pendant l'écriture, est-ce que tu as un moment préféré et un moment détesté? Bah, mon moment préféré, c'est les moments d'échange avec mes bêta lecteurs. Voilà, quand on me fait les retours, et quand j'ai le premier parce qu'il y a 2 choses, en fait, quand on prend les retours des bêta lecteurs. Il y a les conseils du genre, «Ah peut-être là, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça», qui en fait sont pas forcément ce qui m'intéresse le plus et ce qu'ils disent malgré eux de voilà, leur réaction à telle chose, leur interprétation de telle chose. Parce que ça, c'est dans l'interprétation du lecteur, je trouve que moi et mon plaisir d'autrice, c'est: «Ah moi je propose ça» et en face, la personne reçoit ça. Donc ça, c'est un moment que j'adore, c'est le voilà, le 1re mise en contact avec des lecteurs. Et ce que je déteste, c'est le moment d'attente, par contre. Entre le moment où j'ai donné le manuscrit au copain ou à la copine ou à l'éditrice et qu'il faut attendre 2-3 semaines qu'ils lisent, là, c'est les moments d'angoisse absolue, genre: «Ah, ça va être horrible et si je lis, le dépit et la déception dans son regard?» Voilà, ce moment d'attente, je le déteste vraiment. Je peux passer de très mauvaises semaines, quand j'attends, un retour. Mais en général, le retour se passe bien et après c'est cool. Et dans ces retours, en particulier ces retours éditeurs, est-ce que, les éditeurs te font remarquer un mot ou un tic d'écriture qui revient? Les éditeurs, non. Un de mes bêta lecteurs depuis toujours, donc Clément Schneider, dont je reparlerai, m'a fait remarquer que j'utilisais beaucoup c'était à l'époque du 1er tome du Demi-Loup, parce qu'il relit tout depuis toujours lui, que j'utilisais beaucoup des espèces de façons de compter un peu irrationnelles, un peu à la con, Dixit lui, genre des sizaines, des demi-huitaines, une double douzaine. J'exagère un peu, mais c'est vrai que j'avais ce type de langage de compter en machin n, donc des sizaines, des huitaines, des douzaines, des quinzaines et après à les resubdiviser, donc on a une demi-quinzaine de pommes, voilà. Et donc il me le faisait remarquer, maintenant il me fouillotte systématiquement à chaque fois que j'utilise douzaine, même quand vraiment j'ai le droit, tu vois? Donc si des fois tu vois que les gens achètent, une demi-huitaine de pommes, la plupart des lecteurs, ne le remarquent pas, mais c'est un peu une private joke, voilà. OK. Bah, maintenant je ferai attention. Dans l'épisode de podcast dédié, aux essaims, tu lis à voix haute ton propre incipit et tu le fais très bien. Et je voulais savoir si c'était quelque chose que tu faisais pendant l'écriture ou bien avant ou Non, absolument pas du tout. Non, j'aime pas réécouter ma propre voix, je n'écoute jamais les interviews, que je donne, voilà, là je réécouterai pas, hein. Désolée, c'est pas du tout contre toi, c'est j'aime pas me réentendre. Donc du aucun coup, problème. clairement, j'aime pas bosser en m'entendant, je m'entends très bien dans ma tête, je pense, pour entendre la sonorité des phrases et voir leur motif, mais clairement, je fais rien à l'oral. OK, donc je prends ça comme un honneur et un privilège que tu aies accepté de lire ton propre texte. Mais j'ai pas de problème à le faire, je veux juste pas l'entendre. Et ça me fait très plaisir que tu me dises OK. que ça soit bien fait, mais j'ai voilà, j'ai pas de problème à le donner. Au contraire, je trouve qu'on n'entend jamais assez, les auteurs, lire leurs textes. Enfin, je fais quand même beaucoup de salons, on passe notre temps à faire des tables rondes, à discuter plein de sujets et en fait, on n'entend quasiment jamais les textes. Je trouve que c'est un truc qui manque cruellement dans tous ces salons littéraires qu'on fait, c'est des moments de lecture, en fait, tout simplement. Enfin, il devrait y avoir des séances de lecture,
soit les auteurs se lisent eux-mêmes, soit ils se lisent entre eux, soit on prend des comédiens qui lisent des bouts, mais ça manque trop, en fait, c'est trop dommage, quoi. Enfin, moi, j'attends le salon qui aura, moitié moins de tables rondes et remplacer tout ça par, de la lecture, en fait. Bah, bien sûr, parce que, on est là pour acheter les livres. Ouais, c'est ça, tout simplement. Puis juste les découvrir, pas être dans l'exégèse d'emblée des bouquins, quoi. On veut, on veut entendre ce qu'ils disent, quoi. On va maintenant s'intéresser aux fins et donc aux excipits. On va parler de tes fins, d'histoire à toi et aussi des fins des autres. Est-ce que tu connais déjà à peu près la fin de ton histoire quand tu commences à l'écrire ou est-ce que tu te laisses surprendre? Ou est-ce que tu la prévois et ça change? Je dirais que récemment, sur les derniers en date, donc celui que j'écris sur les essaims, sur les îles Mauves, je l'ai pas forcément dès le début, mais je la trouve quand même assez vite dans l'écriture, voire je l'écris longtemps avant d'avoir fini. Les essaims, j'ai écrit la dernière page, au début, j'ai commencé par écrire la dernière page. Les îles Mauves, j'ai écrit assez vite la fin. Celui-là, j'ai pas rédigé, mais je sais vraiment sur quoi je finis. Le 2012, ça a été différent. Après, c'est tellement une énorme série que j'ai écrit pendant 13 ans que voilà. Au début, je pensais que j'allais finir sur telle chose et en fait non. C'est-à-dire, c'est la fin donc que j'avais prévue, c'est le milieu du tome 4 et après il y a encore beaucoup de pages. Parce que j'ai la sensation que de toute façon, un film, il fait que commencer jusqu'à un point d'équilibre où il commence à finir. Voilà et qu'il y a pas une fin, il y a pas un début, il y a un oignon de début et un oignon de fin et les choses, s'équilibrent à un moment. Donc trouver une fin ou un début, c'est compliqué. Il y a plein de choses qui commencent, il y a ensuite plein de choses qui se concluent. Ce qui n'empêche pas de réfléchir à la notion d'incipit ou d'excipit en termes de rédaction, de grammaire presque, voilà, les premières phrases, mots, la première image, et la dernière. Donc globalement, je sais à peu près où je finis maintenant. Je trouve que c'est pas mal d'avoir une idée du point de perspective, où tu te diriges. Est-ce que ça t'est arrivé de modifier tes incipits en fonction de ce à quoi ressemble l'excipit? Bah, là, je suis en train de galérer sur mon premier chapitre, comme je n'ai jamais galéré. J'ai déjà effacé 2 fois le premier chapitre de celui que j'écris, parce que j'arrive pas à l'écrire. Donc je pense que je l'écrirai à la fin, en fait, parce que pour l'instant, je trouve pas l'entrée. Et sinon, non, franchement, ça m'est jamais vraiment arrivé de modifier l'incipit. Parfois de revenir étoffer ou élaguer le début, parce que je me rends compte que plus tard, en fait, j'ai mis les infos ailleurs mieux ou pas assez, donc on rééquilibre. Mais modifier, clairement, une fois que pour moi, l'incipit, c'est la porte d'entrée, c'est pas toute la maison derrière, donc faut pas non plus passer, 1 an à repeindre la porte, hein, pardon pour la métaphore, mais donc non, je une fois que je suis entrée, j'essaye d'entrer, quoi. OK. Est-ce qu'il y a une fin qui t'obsède encore aujourd'hui? Ça peut être une des tiennes. La première fin qui m'a vraiment marquée, qui je pense est encore pour moi une fin modèle, et qui m'a je pense, c'est au-delà de marquée, c'est traumatisée à l'époque, c'est la fin du Miroir d'ambre de Pullman. Quand, après, 2 tomes d'aventure ensemble, où on les voit tomber amoureux, Will et Lyra prennent conscience qu'ils doivent se séparer, alors qu'ils viennent de se faire leur premier bisou, je pense, 20 minutes avant, et qu'après ça va ultra vite. C'est-à-dire entre le moment où ils découvrent qu'ils sont amoureux et le moment où le livre finit, il y a un chapitre, en fait, et l'espèce de twist final de la séparation et ensuite l'accélération du truc, moi ça m'a, je pense vraiment, traumatisée à l'époque, quoi. Enfin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, très longtemps et été, dans une émotion intense par rapport à ce truc, pendant super longtemps. Donc pour moi, c'est une fin, assez magistrale sur ce point de vue-là parce qu'en fait, en même temps, c'est logique qu'ils se séparent. On aurait dû le sentir qu'il faut que les 2 mondes se séparent, que les cloisons se referment, que chaque chose retourne à sa place, donc que c'est pas possible, on va pas, inventer, une petite solution magique pour que les amoureux restent ensemble. Et ça aurait été horrible, en fait, que l'auteur fasse un happy end, genre: «Ah non, on va laisser une porte ouverte pour vous». Non, on laisse la porte des morts ouverte parce qu'il faut, et puis vous vous séparez. Puis après, quand tu le relis adulte, ce que j'ai fait aussi, tu dis: En fait, tant mieux parce qu'en fait, ils ont 12 ans, donc normalement, tu restes pas ta vie avec ton amour de 12 ans, on te le souhaite. Donc c'est très bien aussi qu'ils se séparent après leur premier bisou. Mais voilà, pour moi, c'est la fin la plus belle qui soit, dans ce que j'ai lu. Ouais, on est d'accord, ça quand je l'ai lu la première fois aussi, ça m'a brisé le cœur, mais absolument. C'est-à-dire que j'ai presque entendu le crack tellement c'était, Vraiment, voilà, c'est totalement ça. C'est genre: «Ah, c'est possible que voilà. quelque chose comme ça se produise».
C'est vrai mais je pense effectivement qu'il y a une lecture en fonction aussi de l'âge et je pense qu'on n'est pas on n'est pas «traumatisés pareil» entre guillemets quand on regarde, quand on lit l'histoire à 12 ans et quand on la relit, au-delà de Bah, c'est 30. ça, si je la découvrais maintenant à 36, je serais, triste pour eux et peut-être soulagée d'une certaine façon en disant: En fait, vous êtes trop jeune pour le savoir, mais c'est mieux pour vous Mmh et mh. enfin, vous allez pas, déchirer les mondes littéralement pour, ça». Bref. Non, bah, ça, c'est hyper intéressant aussi, c'est un truc que j'admire énormément chez Pullman et je trouve que ça ressort aussi dans tes écrits. C'est cette capacité à écrire des histoires avec différentes lectures, où on peut le lire à différents âges et en fait, à chaque âge, on en retire des choses. Et donc là, tu prends l'exemple de La Croisée des mondes et effectivement, c'est un exemple typique où, j'ai lu et adoré cette saga, quand j'étais petite et de le relire quand on est adulte, mais en fait, je vois des choses que je Mmh. n'avais pas du tout vu à l'époque et heureusement les Oui. problèmes d'alcool, les problèmes de religion, les problèmes de secte et cetera, Oui. mais des choses où je me dis: «Mais c'est incroyable qu'il ait réussi à mettre ça, en filigrane et que ce ne soit lisible qu'à partir du moment où le lecteur a atteint un certain âge» et ça je trouve ça fabuleux et je trouve que ça représente bien la magie de l'écriture et de la lecture. Mmh. Je suis, absolument d'accord avec toi. Donc là, cette, interview arrive, à la fin, mais avant de se quitter, on va faire un petit épilogue avec, des questions de team Mmh. et de recommandations. Du coup, je voulais savoir si tu étais plutôt team Incipit ou Excipit? Ni l'un ni l'autre ou les 2. Enfin, c'est un peu ma réponse sur l'oignon de tout à l'heure. Je dirais plutôt Excipit quand même. Heu, voilà, j'ai l'impression que c'est plus important de pas rater ce sur quoi tu laisses le lecteur que la porte de la maison. Parce qu'au fond, en fait, voilà, on peut reprendre l'exemple de Pullman, mais de beaucoup d'autres, voilà, ce sur quoi tu converges, quel est l'achèvement, me semble plus important. Mais, c'est pas une règle d'airain et sachant que les fins, s'emboîtent les unes dans les autres, voilà. Mais le plan final, me semble plus important. OK. Et question hautement importante, est-ce que tu es plutôt team chat, team chien ou un autre animal, Alors, est-ce que j'ai mentionné que j'étais un peu team cheval? par exemple? Je crois que ça a été dit au fil de l'interview. Du coup, je vais pas reparler de chevaux, tout de suite. Enfin, on peut faire un interview, plus tard, une interview spéciale chevaux si tu veux, mais non, sinon je suis team chat, de très, très loin team chat. Voilà, sans négociation là-dessus. Ça marche. Est-ce que tu aurais une recommandation de lecture pour ta team? Ouais, j'en ai 2. Un premier qui s'appelle, livre qui s'appelle «L'homme qui n'aimait pas les chats», pardon, «L'homme qui n'aimait plus les chats», important, de Isabelle Hopi, qui est sorti en 2019. C'est un petit roman, sous forme de parabole. Le modèle, c'est un peu Matin Brun. Donc on raconte une histoire, mais voilà, c'est clairement, c'est une métaphore filée sur, le bouquin de quelque chose d'autre. Donc voilà, ça se passe sur une petite île, assez isolée, les gens, vivent en communauté, enfin, ouais, tout se passe bien, quoi. Il y a beaucoup de chats qui sont là, qui vont et viennent, qui interagissent ou non avec les humains, on leur prête un peu attention, mais pas trop, juste ils sont là, on les interroge pas et un jour, les chats disparaissent d'un coup. Et là, quand même, les gens se rendent compte qu'ils ont disparu et ils sont malheureux et ça va pas ou alors, ils trouvent ça bizarre. Et les gens du continent se disent: «Oh bah, les gens sur l'île, ils ont plus de chats, mais peut-être on va leur fournir des chats. Comme ça, ils vont être contents, donc on va leur fournir des chats». Et les gens du continent débarquent avec des chats en cage et les forcent à acheter leurs chats et à adopter ces nouveaux chats, mais qui sont les faux chats du continent, qui sont pas leurs chats à eux. Donc je raconte pas tout, mais voilà, comme toutes les métaphores, on peut y voir plusieurs trucs. Moi, j'y vois quelque chose sur la notion de besoin et de désir. Voilà, les besoins, désirs, assouvis, non questionnés, qui disparaissent et ensuite comment on vient créer des faux besoins, totalement artificiels, mercantiles, et cetera, et cetera. Donc ça et sinon un très beau personnage de chat dans Les Chants de la lune de Catherine Dufour, qui est sorti en 2024. Il y a un chat qui parle, je n'en dis pas plus. Voilà, sur le chat. Ouais, je suis d'accord, j'adore ce chat. Est-ce que tu aurais une recommandation pour quelqu'un d'autre? Une recommandation pour quelqu'un qui voudrait soigner sa claustrophobie un peu à la dure, je recommande Germinal. Bon, en fait, j'ai surtout envie de parler de Germinal, qui est un bouquin que j'adore, donc j'ai cherché à qui il pourrait s'adapter. Globalement, j'aime beaucoup Zola. C'est un peu mon auteur pantoufle. Bah, comme les pantoufles, on entre dedans facilement, c'est un peu toujours la même chose, elle est très confortable, voilà, il a sa musique, d'écriture qui est un peu tout le temps la même, mais en même temps qui est quand même extrêmement jouissive, à retrouver et au sein de tous les Zola, Germinal est de loin mon
mon préféré. Je l'ai lu plusieurs fois. Il m'a beaucoup servi, pendant l'écriture de Loin des îles Mauves, où il y a beaucoup de scènes dans une mine de sel. Donc, voilà, sur l'ambiance mine, sur le vocabulaire, là, je m'en suis servie vraiment. Sinon, c'est vraiment à la fois un roman social, un roman quand même d'aventure où il se passe enfin d'aventure, OK, allons-y mollo, mais voilà, où il se passe quand même, vraiment des choses, un peu époustouflantes. Voilà, ma petite reco du jour. Super. Et pour le mot de la fin, j'aurais aimé savoir s'il y avait un truc qui t'accompagne en ce moment. Donc quand je parle de truc, ça peut être absolument n'importe quoi. Une citation littéraire, une chanson, une série, une réplique de film, vraiment n'importe quoi. Alors oui, il y a clairement, un truc que j'ai découvert grâce à une copine récemment sur internet. Un mec, enfin un musicien qui s'appelle The Miracle Aligner, donc l'aligneur de miracles peut-être, pour traduire, bref, et qui fait des adaptations de classiques de la pop musique et du rock en latin ou en ancien français ou des choses comme ça. Donc voilà, il y a The Sound of Silence ou Smell Like Teen Spirit en latin ou House of the Rising Sun en ancien français. J'adore, c'est à la fois très drôle et franchement très joli, donc j'écoute ça en boucle depuis des mois. C'est la BO de l'écriture de mon roman, alors que ça n'a absolument rien à voir. Je te passerai des liens si tu veux habiller l'interview avec ça. Ah bah, clairement, clairement, je pense que je serais pas la seule à être, en mode, «Quoi? Mais il me le faut tout de suite, en Ah fait!» bah, quand j'ai découvert, c'était what the fuck et après: «Ah en fait c'est cool» et ça c'est enfin, moi j'aime beaucoup. Non, bah, génial. On mettra les liens dans la description du Ouais. podcast. Pour la toute fin, je veux te laisser la parole. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu veux, donc tu nous as déjà beaucoup parlé de ton projet en cours, mais, voilà, est-ce que tu veux rajouter, quelque chose? Ça peut être vraiment n'importe quoi. Oh, bah, là, je c'est toujours dur cette question. Non, on a parlé de plein de trucs chouettes, c'était très rigolo et très enlevé en termes de oui, de rythme et de contenu comme interview. Donc merci à toi déjà, voilà, pour l'invitation et pour, ce déroulé, assez original en fait, j'ai trouvé. Donc voilà, mon mot de la fin, c'est merci. Oh ben, merci beaucoup. Merci surtout, surtout à toi d'avoir accepté cette invitation. Je le dis pour, les auditeurs qui souhaiteraient, aller plus loin et en entendre encore un petit peu plus. Nous allons enregistrer une capsule, un petit peu spéciale qui n'est pas diffusée sur le podcast, qui ne sera accessible que, par lien ou, sur le site internet de Inky et Pete, avec une question dont la réponse contient potentiellement des spoilers sur les essaims. Mais je vous invite très, très fort à écouter cette petite capsule parce que dedans, il y aura des pépites. Il y a totalement des pépites, en avant-première, mondiale. Et je me sens tellement honorée et fière d'être la personne qui va vous faire découvrir ces pépites. Donc voilà, restez connectés, je vous dis, rendez-vous de l'autre côté et en attendant, Chloé, merci encore, merci infiniment et à bientôt. À très vite. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour celles et ceux qui en veulent plus, qui ont lu les essaims, il y aura des petits spoilers. Je vous donne rendez-vous sur le site d'Inky et Pete ou sur les réseaux en message privé pour récupérer le lien de l'épisode spécial Chloé Chevalier se livre encore plus. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à laisser une note ou un commentaire. À très vite.